Ok, bonjour à tout le monde. Merci pour l'invitation à ce congrès. Et je vais vous parler de quelques choses récentes qui concernent l'analyse cellulaire. C'est un petit peu ma spécialité. Je ne rentrerai pas dans la partie génétique et la partie clinique. Donc, il faut que je trouve... tout d'abord, ce qui peut être intéressant de rappeler aux cliniciens, c'est le niveau de précision de nos analyses en quantification cellulaire. Alors, il y a eu plusieurs études. Là, c'était intéressant, c'est une étude récente de Turquie qui montrait qu'en fait, l'erreur sur la mesure de nombre de cellules est autour de 10%. Donc, il faut bien garder en tête que quand on vous donne un chiffre, il y a une certaine incertitude et que sur des gros chiffres, on arrive assez facilement à être à 10% d'erreur, mais sur des valeurs très basses, des lignées très basses, ça peut être beaucoup plus haut, jusqu'à 20% d'erreur. Une autre étude qui a été faite sur les TREC. Alors les TREC, c'est des petits fragments d'ADN qui sont expulsés de l'ADN génomique lorsqu'ils forment la variabilité des récepteurs. Alors c'est aussi bien pour le récepteur T, là c'est l'image, les Trec, mais il y a la même chose pour les B. Et ces fragments d'ADN peuvent être mesurés. Et en fait, donc la première cellule qui sort du thymus, elle exprime ce petit fragment. Et chez les filles, c'est partagé, donc avec une sur deux, etc. Donc en mesurant la quantité de TREC, on peut mesurer la production du thymus. Donc voir s'il y a une production de lymphocytes T, et pareil pour les lymphocytes B. Il y a un système de dépistage qui a été fait sur les bandelettes qu'on prend chez les tout petits bébés là, pour les tests de Guthrie. Donc, dans certains centres, là c'était une équipe, c'est une expérience aux États-Unis, mais il y a la même chose en France et en Allemagne. Donc là, vous voyez, ils testaient systématiquement tous les enfants pendant 5 ans. Ils ont testé 3 millions d'enfants. Et sur les 3 millions, ils ont trouvé qu'il y avait 500 lymphopénies. Sur les 500 lymphopénies, ils ont trouvé par cytométrie en flux qu'il y avait 213 enfants qui avaient une réelle lymphopénie primaire sur laquelle ils ont pu identifier. Donc, vous voyez que le principal, c'est des SCID, mais il y a beaucoup de maladies de T-George. Alors, c'est aux États-Unis, c'est en Californie. Et puis, il y a des lymphopénies secondaires dues au préterme ou à différentes pathologies de la naissance. Autre chose qui est assez récente aussi, c'est les lymphocytes T folliculaires qui sont une des causes. Donc c'est dans une revue de Ravier, Chinen et collaborateurs dans le JACI en 2018. Donc le lymphocyte T folliculaire, c'est celui qui coordonne la maturation des lymphocytes B et des cellules dendritiques. Et il y en a une petite partie qui circule dans le sang qu'on peut détecter. Alors il est identifié donc sur les lymphocytes T, CD3 positifs, CD4 positifs. On peut les identifier avec leur expression de PD-1 et de CXR5. Et vous voyez qu'ils ont montré que dans les syndromes d'ALPS, donc de autosomal lymphoproliférative syndrome, qui est lié à un déficit de la cytotoxicité, ils ont montré qu'il y avait une grosse augmentation de circulation des lymphocytes folliculaires dans le sang périphérique. Alors, autre chose, c'était la même étude, en fait, il y a beaucoup de choses qui se font sur les checkpoints, l'analyse des checkpoints, parce que c'est un gros mécanisme de défense des tumeurs contre le système immunitaire. Et maintenant, il y a des biothérapies où on bloque les checkpoints et on relance l'immunité antitumorale. Et donc, il y a la même chose dans les déficits immunitaires. Donc, dans une réponse immunitaire, vous savez que le lymphocyte T, il reconnaît le peptide par la cellule présentatrice, et il y a des molécules de coactivation. Et au bout d'un moment, il y a des molécules inhibitrices qui viennent stopper la réaction pour que ça n'explose pas. Et donc, c'est tout des molécules de checkpoint. Et il y en a beaucoup. Donc, il y a le PD-1 qui est le plus connu, il y a le LAG3, il y a l'OX40, etc. Et chaque fois, il y a le récepteur en face. D'accord, vous voyez, donc il y a toute une collection. Et les plus étudiés, c'est le PD-1 qui est assez facile à détecter à la surface des lymphocytes. Et vous voyez que dans la même étude sur les ALPS, ils ont montré qu'il y avait une augmentation
de lymphocytes T circulants, TCD4, qui sont RA négatifs, donc qui sont matures et qui expriment du PD-1. Vous voyez que le marquage marche assez bien. Donc, en gros, dans les ALLPS, là, dans cet article, il montre qu'il y a une diminution de la mémoire B, il y a une diminution de production de lymphocytes T avec les TREC qui sont diminués, il y a une augmentation des T double négatifs, il y a une augmentation des TEMRA, et puis une augmentation des lymphocytes folliculaires. Donc, je vais un peu vite, mais je pourrais laisser les diapos et puis les articles. Ils ont montré aussi qu'il y a une diminution d'autres checkpoints comme le CTLA4 ou le LRBA, mais c'est des marqueurs qu'il faut stimuler les cellules pour pouvoir les détecter. Bon, il y a aussi d'autres marquages dans des déficits de coopération cellulaire. Alors là, c'est assez difficile de faire en cytométrie parce que d'abord, il faut avoir des positifs. Et puis surtout, c'est très rare, il faut avoir l'anticorps au moment où on a le cas, mais c'est faisable. Donc on peut faire des analyses de stade 3, de stade 1, etc. Quand c'est un déficit quantitatif, des fois c'est la fonction, la protéine est présente mais elle ne fonctionne pas, et là on ne fait pas de différence en cytométrie en flux, mais là ils ont présenté plusieurs détections avec des différences entre les patients. Ils ont aussi fait une stimulation de lymphocytes pour voir la production d'interférons gamma ou d'interleukine 10. Ils ont montré qu'il y avait il pouvait y avoir une grosse diminution de production de ces cytokines. Alors ça, c'est des images très 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 classiques de mon époque en cytométrie, mais ça évolue beaucoup actuellement. Donc une des grosses évolutions, je vais aller très vite, c'est les mathématiques. Alors, on discutait tout à l'heure, maintenant on a de plus en plus besoin de matheux parce que ça devient très compliqué à analyser. Et par exemple, les matheux, ils arrivent à nous séparer les lymphocytes T. Alors là, c'est des marquages de lymphocytes T avec 30 ou 40 couleurs, hein. C'est déjà compliqué, mais l'interprétation est très difficile. Et vous voyez que les matheux, ils arrivent à nous identifier plein de sous-populations. Plus vous mettez de couleurs, plus vous avez des sous-populations. Ça devient très difficile à analyser. Chaque rond, c'est une sous-population. Si vous cliquez sur le rond, il vous donne tous les marquages qu'il y a dessus. Donc ça, c'est une des techniques, c'est FlowSum. C'est assez disponible, hein. Il y a des logiciels gratuits, donc vous pouvez y avoir accès. Là, c'est des sous-populations de lymphocytes T. On retrouve un petit peu les principales populations, j'en reparlerai un petit peu demain. Et là, c'est pareil pour les lymphocytes B, donc plus vous allez, plus vous avez des sous-populations. Et puis, la dernière chose que je voulais vous dire, c'est Euroflow. Donc, c'est un gros projet européen qui a débouché sur beaucoup d'études. Ils ont fait beaucoup de caractérisation de la moelle, par exemple, sur tous les stades de maturation, surtout myéloïdes, mais aussi un peu de lymphocytes. Et ils ont fait beaucoup de progrès aussi sur le diagnostic des leucémies. Et là, ils se sont attaqués à l'immuno. Ils viennent sur notre terrain. Alors, ils ont mis beaucoup de temps à publier parce qu'ils protègent tout avec des brevets, etc. Ils sont très, très marketing, c'est des hommes d'affaires, mais ils ont des résultats extraordinaires. Alors pareil, ils ont un logiciel qu'ils vendent assez cher, ils vendent des anticorps et puis ils vendent le logiciel. Et il vous permet, le logiciel, pareil, vous voyez, il y a le X et Y, il n'y a pas de titre, ils mettent PC1, PC2, vous ne savez pas ce que c'est purement mathématique. Ils arrivent à identifier des populations et ils arrivent à identifier des profils en fonction des différents déficits immunitaires. Donc, ils ont fait un énorme travail de valeurs de référence en fonction des tranches d'âge sur plus de 500 enfants. Donc, c'est intéressant aussi. Je pourrais vous donner aussi les publications. Et ils définissent, vous voyez, les CVID, ils définissent la disparition surtout des formes matures de lymphocyte B, en fait, en fonction des pathologies. Alors après, ça c'est un premier tube de dépistage de 12 anticorps pour un cytomètre 8 couleurs. Et puis après, ils proposent 4 tubes, donc c'est 4 fois plus cher. Et là, ils arrivent à identifier les sous-populations IgG et ils arrivent à encore identifier des sous-populations de SCID ou de CVID avec des déficits en IgG1. Et ils ont aussi une forme où le tube est tout prêt à l'emploi. C'est déjà sec, donc vous avez juste à mettre le sang dedans, vous agitez et puis vous pouvez faire l'analyse en cytométrie. Alors vous voyez, ils arrivent à caractériser plusieurs sous-groupes.
Et puis, ils arrivent à clusteriser des sous-populations enfin, des sémiologiques, mais biologiques. Et ils montrent qu'il y a certaines corrélations avec les risques infectieux, etc. Donc ça, c'est les sous-populations. Vous voyez que là, c'est des images 3D avec des axes imaginaires. Si vous faites l'analyse 3 fois de suite, vous aurez trois images différentes. Donc c'est un petit peu déroutant, mais vous arrivez à il faut croire l'ordinateur, c'est-à-dire il faut croire le mathématicien qui a fait ça. Vous arrivez à voir toutes les populations. Et puis, vous voyez qu'il y a des profils différents en fonction des... Là, c'est des déficits en IgA, pardon. Et là, c'est plusieurs profils de CVID, de déficit commun variable. Vous voyez, avec certaines populations où il y a... Chez certains, le cluster 4, par exemple, en bas, là, il n'y a plus qu'une seule population très immature. Et il montre qu'il y a des corrélations avec certaines... leurs différents clusters de CVID peut avoir des corrélations avec certaines pathologies, avec certaines formes cliniques. Voilà, donc avec ces formes très compliquées, d'abord il faut qu'on s'habitue à lire les diapos parce qu'il y en a de plus en plus. C'est très compliqué, puis il y a beaucoup à lire parce qu'il faut vraiment faire ça à tête reposée. Donc là, je suis allé un petit peu vite, mais la lecture, elle prend énormément de temps parce qu'il y a tellement d'informations. Et très souvent, il faut aller sur leur site internet pour voir le reste. Mais c'est très intéressant parce que ça nous a amené beaucoup de nouvelles formes à connaître et pour aider à identifier, notamment dans les déficits communs variables où on n'est pas très bon en diagnostic biologique avant de passer à la biologie moléculaire. Je vous remercie.